Nice, France, 1944. Tu sais, papa, j'ai beaucoup pensé à nous. À nous deux, à qui? À nous, à la famille, toi, maman, les filles et Jean aussi. Et tu penses à quoi? Je pense qu'on va pas se quitter, que nous allons partir ensemble, rester ensemble, enfin, se voir grandir encore ensemble. C'est une bonne idée, ma fille. Ça me va bien, mais nous séparer, c'est pour nous protéger. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à craindre. Nous sommes prudents. Tu n'es pas sûr? Papa ouvre les yeux, mais regarde comme les choses changent. Pour nous tous, juifs, ici. Je te demande juste de réfléchir. Tu sais faire ça, non? Peser le pour et le contre. Dis-moi que tu vas réfléchir. Pour notre famille, ta femme, tes enfants. Je veux bien me cacher, mais avec vous, avec mes parents, mes sœurs, mon frère encore si jeune. D'accord, Simone, très bien, très bien. Très bien, tu as peut-être raison. Partons ensemble. Ils partirent ensemble, tous les 6, prirent la route vers l'ouest, le train jusqu'à Toulouse, puis, grâce aux relations d'André, un avion pour Londres. La liberté à portée de la main. Simone dans la tête sur les genoux de sa maman. Milou et Denis sont assoupis et Jean, les jambes croisées, bouquine contre la carlingue de l'avion. Nous sommes ensemble, pense Simone, alors que l'avion amorce sa descente vers la Tamise. Tu sais, papa, j'ai beaucoup pensé à nous. À nous deux, à qui? À toi et à moi. À toi qui es mon père, à moi qui suis ta fille. On ne peut pas nous séparer, tu ne peux pas nous séparer. Ce n'est pas ton rôle, je ne veux pas quitter la maison. Si, c'est mon rôle de père, veiller sur toi, sur notre famille, de la manière qui me semble la plus sûre. En nous séparant, nous multiplions les chances. Mais alors veille sur moi, aide-moi à préparer le bachot. Je veux rester vivre ici et que l'on reste tous ici. Ou alors partons tous ensemble, loin. L'Italie est vaincue, les meutes allemandes vont débarquer. Et ton bachot? De toute façon, on ne veut plus de moi en cours, je suis juive. Aide-moi à le préparer, je trouverai le moyen de passer les examens. Très bien, Simone, très bien. Je vais t'aider. Nous allons partir? Je ne sais pas, Simone. Simone a tourné les talons, est retournée dans sa chambre, a défait sa valise et reposé ses affaires à leur place, dans l'armoire du fond. Milou a fait la même chose, et puis Denise aussi. Cette maison resterait la maison des Jacob. Dans les jours qui suivirent, André aida Simone dans ses révisions. Les Italiens vaincus, la présence allemande se fit effectivement très vite plus forte, et la promenade des Anglais perdit de son éclat, du printemps qui serait bientôt là. André Jacob mit tout le monde dans la voiture, et le 29 mars 1944, ils partirent avant l'aube vers Marseille, puis embarquèrent pour Tanger. J'ai beaucoup pensé à nous, papa, ces derniers jours. À nous deux, à qui? Nous allons nous séparer, je sais, c'est plus prudent pour tous, c'est peut-être vrai, mais j'ai peur. De quoi? Mais peur de te perdre, de perdre maman, et Milou, et Jean, et Denise. Nous devons agir comme cela, Simone, c'est le prix à payer pour éviter une rafle. Tu le sais, non? Oui, je le sais, mais je ne veux pas vivre dans la peur. Tu préfères le chagrin? Je ne préfère rien, je voulais juste te dire ça. Bon, tu as bien fait. Allez, fais ta valise. Tiens, prends cette carte d'identité. Elle dit que tu n'es pas juive. Tu vois? Elle est fausse. Elle pourra te sauver la vie. Sois forte. Nous nous séparons pour ensuite survivre ensemble. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir, ma chérie. Sois prudente. Simone Jacob a été arrêtée dans la rue à Nice le 30 mars 1944 avec sa fausse carte d'identité, identique à des centaines d'autres, portant la même signature et sur lesquelles la Gestapo avait fait main basse. Elle est envoyée avec sa mère et l'une de ses sœurs au camp de Drancy. Drancy, 12 avril 1944. Mise en quarantaine, dernière nuit au camp, à même le sol, chambre de l'escalier 22. Drancy, 13 avril 1944, autour de 3h30. Levé à l'aube, rassemblement dans la cour, montée dans les autobus à plateforme. Surveillance des gendarmes français. Simone monte, prendre la route, passer par celle des Petits Ponts, accéder à la gare de Bobigny par la rampe, puis par le portail ouvrant sur la gare Marchandises.
Accueil par les SS, à coups de pied, de poing, de crosse, de bâton. Embarquement sur une voie de garage, à coups de pied, de poing, de crosse, de bâton. Où un train est stationné depuis la veille. Wagon à bestiaux, Simone monte, fenestrons barbelés, planches cloutées. À coups de pied, de poing, de crosse, de bâton. 5 heures, mise en route du convoi numéro 71, avec à son bord 1500 internés de Drancy. Jonction avec le réseau de la Grande Ceinture, départ du convoi en direction de Noisy-le-Sec et du réseau Est vers le Reich, à coups de pied, de poing, de crosse, de bâton. Bobigny, Noisy-le-Sec, Épernay. La dernière vision d'un monde civilisé s'est abolie avec la petite gare vieillotte de Bobigny. L'enfer commence. Il naît avec l'enfermement absolu du wagon, dont l'unique lucarne ouvre son maigre rectangle grillagé sur le ciel d'hiver. Partir, disaient les anciennes, c'était aller à Pichipoy. Pichipoy, en yiddish, désigne une campagne perdue. Il est employé depuis le début de la Shoah pour nommer les camps d'extermination nazis. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1944, la gare de Bobigny s'est vidée de son oxygène après une longue journée et le départ à 5 heures du convoi numéro 71. Une gare vide, c'est un peu comme la nuit qui tombe derrière un rideau de jour. Il reste du bitume, du fer, du silence, du rien, et un horizon de part et d'autre des rails, de quais immobiles. Les milliers de voix se sont tues, les milliers de chaussures ont transité. Les pas se sont croisés, les épaules frôlées, les regards se sont échangés, détournés, les bouches ont parlé, des milliers de bouches ont expiré le même air. Il y a peut-être eu des cris, des larmes, de longs silences plus pesants que le plomb des fusils. Des corps ont certainement trébuché. Les valises se sont assoupies le temps de l'attente, puis se sont relevées à l'unisson au moment d'embarquer. Il n'y a plus rien maintenant que le train est parti, et pourtant, il y a tout cela qui a été et qui sera à nouveau. À la gare de Bobigny, les murs souffrent en silence, retiennent leur souffle, et à la première pluie, une fois les convois partis, des larmes de ciment coulent le long des vitres polies. Les milliers d'ombres des visiteurs étoilés tapissent de leurs phalanges noires la moindre particule de l'air à nouveau respirable. Milliers d'ombres en suspens et qui, longtemps après le départ, s'attardent de longues heures entre les traverses, cherchant sous chaque rivet l'empreinte d'un souffle ami à la traîne. C'est un drôle de rêve, une longue nuit agitée pour Simone qui finit par s'endormir dans cette nuit de chaos. Le retour au berceau familial. Remonter à la source du fleuve. C'est un jour à pied, en famille. Il y a André, Yvonne, Denise, Madeleine, Jean et le creux des chemins. Les vallons empruntés, le printemps en fleurs. À la première colline, Jean est parti en courant, comme une flèche. Il a disparu derrière le haut. J'ai couru derrière lui, mais il n'y avait plus Jean de l'autre côté. Il avait toujours eu un goût pour la fugue. Peut-être qu'il était parti, là-bas, au bout de la prairie en pente, se cacher à l'orée de la forêt. Papa est parti en courant lui aussi, et son ombre s'est enlacée à celle des grands arbres de la lisière. Et puis, on ne l'a pas revu non plus. Le jour commençait à tomber. Avec mes sœurs et maman, nous avons traversé la forêt. Le sombre jour allait bon train et des envols fugaces et des fougères intrépides dansaient autour de nous. Nous sommes restés toutes les quatre, serrées les unes contre les autres. C'était une nuit noire et douce, et nous avions trouvé refuge sous l'immense racine d'un chêne millénaire comme on en trouve encore par ici. Nous sommes blottis. Le châle de maman recouvrait de chaud l'éclat de nos peaux, frémissantes de sommeil. Chalon-sur-Marne, Bar-le-Duc, Metz. Pas de quoi s'étendre sur le plancher, à peine la place de s'asseoir sur quelques brins de paille. Au centre du plateau, un seau d'eau bientôt vide et un baquet en guise de tinette vite plein. Grincement d'aiguillage, essoufflement de locomotive à vapeur, jet de suie, râle, gênement. Le soleil du matin s'étirait sur nos épaules, et arrivés à Remoisville, nous avons joué avec l'eau de la fontaine. Denise était trempée et nous avons passé la matinée là. Papa et Jean n'avaient pas encore réapparu. Ils avaient voulu s'échapper de nous quelques heures, prendre de l'avance, et devaient bien rire de nous, à la traîne le long des chemins. Peut-être avaient-ils déjà gagné Dameviller ou Mocheville. Jean était sportif et devait dévorer les kilomètres, en traînant papa derrière lui. Nous les retrouverions bientôt.
Depuis les contreforts de Mogeville, les 2 silhouettes nous sont apparues dans le lointain, sur le versant opposé d'une autre. Maman a crié à leur attention, puis Denise, Madeleine et moi avons aussi poussé de la voix. Les 2 silhouettes au loin se sont immobilisées, ont agité les bras, et puis, de nouveau, les 2 ombres ont disparu derrière le sommet, se jouant de notre impatience. Saarbrück, Hambourg, Francfort. Pour tout vivre, un trognon de pain par personne. Un seul arrêt en reste campagne, des sentinelles le long des voies, des imperméables couvrant les bottes, l'arme à la hanche. Il a plu le soir suivant alors que nous arrivions à Sainte-Marie-aux-Chênes. Nous sommes arrêtés dans une grange pour la nuit. Il faisait frais et maman avait perdu son sourire. Denise, inquiète pour les garçons, s'est levée au milieu de la nuit. « Je pars devant vous », a-t-elle dit. Elle a disparu dans la nuit sous un rideau de pluie. Le lendemain, en fin d'après-midi, nous sommes arrivés, maman, Madeleine et moi, à Bionville-sur-Nier. Du côté de papa, le berceau familial prenait racine ici. Ce village des Ardennes était en quelque sorte la source où nous avions prévu de nous rafraîchir, le prétexte à la moitié de notre identité commune. Ici, nous devions nous retrouver, mais il n'était pas là, Denise non plus. Erfurt, Leipzig, Dresde, Gorlitz. La puanteur, la première dégradation que nous subissons, c'est d'aller aux toilettes devant tout le monde. Les adultes tendent un manteau chacun d'un côté pour éviter tant bien que mal la perte de dignité. Nous avons trouvé un petit message de papa et Jean sur le tombeau familial, dans une petite enveloppe. « Sommes rentrés à Nice. Excellente nouvelle, les filles. Il n'y aura pas de conflit. L'Allemagne a déclaré que finalement, les horreurs de la Grande Guerre avaient suffi et qu'il fallait donner aux hommes de plus grand destin que la barbarie. Partout, on a levé les restrictions concernant les Juifs. Vous trouverez vos cartes d'identité dans l'enveloppe. Un officier allemand est venu spécialement les déposer ici. Il y a aussi un billet de train pour votre retour à Nice. On se rejoint à la maison. André et Jean. » C'est une confortable Micheline de type 23 qui passe récupérer tous ceux qui cherchent les leurs pour les ramener ensemble à Nice. Un unique et grand wagon, d'autant plus spacieux que Simone, sa mère et ses sœurs sont seules à l'intérieur. Les sièges du compartiment sont de velours ras et de jolis accoudoirs accueillent les passagers. Les paysages défilent. Le pays est en paix, les alentours sont verdoyants. Les vallons succèdent aux plaines et l'horizon bleu à perte de vue, par-delà les collines, annonce les retrouvailles. Simone est heureuse. On va retrouver papa, Jean, et puis on va retrouver notre chez nous, à la maison. Ah, cette année 1943 était finalement une mauvaise farce. La Micheline va bon train, creusant le sillon de la liberté sous ses essieux. À Nice, la vie va reprendre le cours normal des choses. On ira se baigner à la Ciotat cet été, et le bachot en poche, Simone pourra reprendre le fil de ses études. C'est un train bleu qui sillonne la campagne. Kozel, Katowice, Auschwitz-Birkenau. Très vite, le récipient déborde, le contenu se répand sur la paille, l'air est infesté, irrespirable. Auschwitz, nuit du 15 au 16 avril 1944. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement. La scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Simone Veil, le journal du dimanche, 5 juillet 2017. C'est une nuit glaciale d'avril en Pologne. Le convoi freine lentement, dans un sifflement. Dans chaque wagon à bestiaux sont agglutinés les corps des vivants et des morts. L'empreinte maudite du voyage a creusé les visages et les chairs. On entend des aboiements et puis des hurlements, des rugissements d'un autre âge. La lourde porte s'ouvre brutalement le long de sa glissière. Alles raus, aber schnell. La lumière aveuglante des projecteurs surprend la nuit et vient se briser en cinglant contre les wagons. Les soldats allemands aboient plus fort que leurs cabots. Les coups de bâton et de cravache pleuvent sur les décharnes livrées aux chiens. Alles raus, aber schnell. Allez, runter, allez, runter. D'ombrageux bagnards rayés de coton sale s'affairent à rassembler ici ou là les derniers vestiges d'un monde. Raus, schnell, schnell. Descendue sur la rampe, Simone serre tout contre elle Yvonne, sa maman et Madeleine, sa sœur. Le convoi numéro 71 et ses 1500 humains est arrivé à Auschwitz dans la nuit tombée du 15 avril. Il comptera 105 survivants à la libération.
Simone n'a jamais revu son père André ni son frère Jean, déportés vers l'Allemagne depuis Drancy par le convoi numéro 73, et dont la trace se perd en Lituanie. Paris, 1974. Simone Veil, lettre à ses parents, la veille de son allocution à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse. 25 novembre 1974. Papa, maman, je sais que vous êtes là. J'aime que les choses soient bien faites, je sais. Et je sais que vous êtes là. Petite, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Même si on disait que j'étais l'enfant rebelle qui dit non, j'ai souvent dit oui. Adolescente aussi. Je l'ai encore fait en 1944. Je l'ai fait comme ça jusqu'en 45. Oui, j'ai bien fait les choses que l'on m'a demandées. Je suis peut-être resté en vie pour cela parce que je voulais que les choses soient bien faites et que je me suis appliqué à les faire le mieux possible. Au printemps 45, je me souviens m'être fait la remarque que pour survivre au milieu des cadavres, je ne pensais plus. Ne réfléchissais plus au-delà de la gamelle de métal rouillé dans laquelle nous lapions notre eau chaude et crasse du repas du soir. Et je ne veux plus le faire comme ça, de bien faire les choses. Je veux continuer à bien faire les choses, mais celle choisie, la vivante, celle déterminée par le sens, l'humanité profonde, la vie, mes envies, mon instinct et mes sentiments à l'égard du monde. Celui habité par les femmes, les enfants et les hommes. J'ai réfléchi les choix, pesé les conséquences, mesuré la portée des options, ressassé les solutions, séparé les esprits partisans, évalué les résistances. J'ai vu des femmes et des hommes et des enfants dans les camps et comment soudain, le malheur le plus atroce est pour tous égal. Et je sais que face au cataclysme, l'humanité n'est qu'une et qui baigne, concassée dans le sang des ogres barbares. J'ai vu les crocs des chiens allemands, humiliés et soumis au joug de leur maître, indifférents au sexe et à la race et à la couleur, et à l'innocence ou la beauté. J'ai vu les fumées de putréfaction se disloquer dans le ciel de Voïvodie, de petite Pologne, et tenter en vain de reprendre leur souffle dans les hauteurs glaciales de l'hiver. Je suis revenu et j'ai retrouvé les cataclysmes, les chiens de tout pays et leurs crocs acérés, et leurs nouveaux maîtres et l'humanité seule prise dans la toile de la folie de leurs croyances. Je suis revenu et je vais continuer à bien faire les choses. En tous les cas, je vais les faire et les refaire, jusqu'à ce qu'elles soient bien faites, selon mon point de vue. Il y a beaucoup d'incertitudes à donner ce point de vue, forcément un peu subjectif. Mais de là d'où je reviens, il vaut pour beaucoup d'autres, au moins 1,5 million, qui m'auraient, je le crois, suivi dans mes convictions à vouloir davantage de liberté pour tous. J'ai la certitude que ça va marcher, que tous se rejoindront enfin autour d'une loi commune. Ils se rejoindront en tous les cas, j'en suis persuadé, sur ce qui peut faire advenir davantage de justice, davantage d'égalité. Ils se rejoindront sur le droit des femmes à disposer de leur corps, face aux meutes, face à la bêtise, à l'étroitesse du cortex ankylosé des suprématies, quelle qu'elle soit. Je place à l'endroit des femmes un grand combat pour ce qui me concerne, un combat que vous comprenez, à coup sûr, une lutte cruciale pour davantage de droit et d'humanisme. Jean, mon frère adoré, me suivrait aussi, et je vous sais tous les trois avec moi. C'est de cela que je vais parler demain dans l'hémicycle. Il y aura beaucoup d'hommes en contrebas qui vont écouter tous ces mots que j'ai à dire. Tu te souviens, papa, de cette fausse carte d'identité qui n'a finalement pas trompé son monde en 1944 et qui nous a tous envoyés en enfer? D'ailleurs, à mon arrestation, ma vraie carte d'identité m'avait servi à passer mon bachot. Eh bien demain, j'ai l'impression de passer un examen à nouveau, peut-être le plus important depuis, ma thèse en quelque sorte. Demain donc, je parlerai en mon nom propre, en votre nom propre, au nom de notre famille. Et c'est parce que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer en ce nom, demain devant cette assemblée, que j'espère rendre leur identité à toutes les femmes dans la souffrance et que la justice de ce pays a encore le pouvoir de mutiler de leur droit le plus intrinsèque, celui pour chacune de disposer de son propre corps. Je vous laisse car il faut que je me repose un peu avant le grand oral. On n'a pas tous les jours l'occasion de défendre une cause juste, pour beaucoup. Votre fille, Simone.
Assemblée nationale, 26 novembre 1974. Madame Simone Veil, ministre de la Santé. Il faut monter les marches, ça va être à moi. Bon, allez, j'y vais. Une fois en haut, plus possible de faire demi-tour. Il faudra parler et dire les choses. Que vont-ils penser ? Oh, peu importe, il faut dire les choses. Il faut bien que cela avance. Il reste 2 marches. Je n'avais jamais remarqué la couleur du bois des marches. C'est assez beau cette couleur. Mais pas ne raisonne pas, c'est un bois dense. Je n'avais jamais pris conscience de la densité de ce bois. Et comme ma jambe est lourde à soulever, une marche encore. Ah, mais je comprends, c'est du velours. Ah oui, je marche sur du velours rouge, pas du bois. Bon, Simone, reprends-toi, c'est pas le moment de trébucher. Hein. Tu le sais que c'est du velours et tu vois du bois. Bon, on m'attend sur ce texte. Hein. Le ridicule n'a pas sa place ici aujourd'hui. Je n'ai pas trébuché en descendant d'un train. Ça n'arrivera pas ici. Tapis rouge pour les femmes aujourd'hui. Tapis rouge les filles. Ça va nous changer un peu. J'ai bien fait de mettre ce chemisier bleu. Tiens, ce soir, je mangerai bien du hareng avec des pommes de terre. Ah, j'aime ce bleu. Voilà, bon, j'y vais. Comme elle est belle cette assemblée depuis ce perchoir. Comme ils sont nombreux, ces hommes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin ? Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Mais en définitive, il s'agit bien d'un problème de société. Je voudrais enfin vous dire ceci. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte, au nom du gouvernement, sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte, le meilleur possible à mon avis sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. La loi numéro 75-17 relative à l'interruption volontaire de la grossesse est promulguée le 17 janvier 1975 pour 5 ans, à titre expérimental. Elle est reconduite sans limite de temps par une loi du 31 décembre 1979. La nuit s'est levée sur le palais Bourbon. Dans la salle des séances, le feutre se repose des longs débats du jour ou de la nuit. Ici, on a débattu, parlé, argumenté, vociféré, établi des lois, proposé des textes, renversé des décrets, ajourné des séances. La cloche a sonné, on a réclamé, ri, parlé haut et fort, harangué, contourné, parlementé, exposé, transpiré, pleuré, ajourné, renvoyé. On a lu, relu, quitté la salle et puis on est revenu, reparti. On a écouté, retenu, oublié.
Ouverture de séance, hémicycle, sanctuaire, 2 siècles d'histoire parlementaire, amendements, articles, commission permanente, spéciale, d'enquête ou mixte paritaire. Loi constitutionnelle, de finances, organique, de programme ou de ratification des traités, ordre du jour, perchoir, projet de loi ou proposition, rapporteur, règlement, résolution, séance publique, session, débat. Lecture, navette, textes adoptés, petite loi, plateau, président, député. Mais enfin, tard dans la nuit ou très tôt le matin, les protagonistes de la tapisserie de l'école d'Athènes ont soupiré de tous ces mots trop conjugués, puis se sont assoupis, continuant leur veille séculaire sur l'immense coupole nue. Platon et Aristote ont baissé les bras. Socrate s'est enfin tué et Pythagore a refermé son livre. Quelles sont harassantes ces heures à écouter débattre sans fin sur l'état de la cité. Le sanctuaire au repos se prélasse au pied de la liberté, enfin délivré de sa parure de joug, et qui étend sa peau de bête sur les quelques heures de vacuité à venir. Des espaces dénudés sur lesquels règne le silence, c'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. Simone Veil. On ne s'évade pas de sa demeure intérieure, on y vit jusque tard le soir, bien après le sommeil du monde. Simone ne s'est pas évadée. Restée debout dans le vacarme des camps, elle est revenue, avec un regard lucide et éclairé d'expérience, pour entrer dans l'arène du monde des hommes et abattre les murailles de l'insolence faite aux femmes. Simone, seule, debout au barreau de l'hémicycle, face à ces hommes si nombreux, la veille encore pour beaucoup accrochés à leur certitude d'un autre temps, celui des condamnations à mort pour avoir soutenu l'avortement. Simone impose avec douceur, fermeté, détermination, un point de vue humaniste sur ce fait. Le seul point de vue qui vaille, celui qui rend au corps de la femme son propre corps, celui qui définitivement et après les siècles d'errance donne sens au combat de la moitié de l'humanité. Simone Veil, matricule 78 651. Sur le bras de Simone Veil, une capot a inscrit le numéro 78 651. 78 651 est le numéro de matricule que Simone Veil portait à Auschwitz et qu'elle a fait broder sur son habit d'académicienne et gravé sur son épée. Pour moi, par exemple, l'égalité entre les sexes n'est pas la négation de leurs différences, qui ne sont pas seulement physiques, n'en déplaise à quelques sociologues intégristes. Disons-le clairement, je suis favorable à toutes les mesures de discrimination positive susceptibles de réduire les inégalités de chance, les inégalités sociales, les inégalités de rémunération, les inégalités de promotion dont souffrent encore les femmes. Je ne suis pas une militante dans l'âme, mais je me sens féministe, très solidaire des femmes, quelles qu'elles soient. Je me sens plus en sécurité avec des femmes. Peut-être est-ce dû à la déportation. Au camp, leur aide était désintéressée, généreuse, pas celle des hommes. Et la résistance du sexe dit faible y était aussi plus grande. Simone Veil.